Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence de votre communauté, le Réseau O. Je suis Christophe Jurado, responsable du pôle O d'Idéal Connaissance et j'ai le plaisir d'animer cette session aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent que depuis peu, je vous rappelle que cette conférence est filmée et que la vidéo ainsi que les supports de présentation seront disponibles dans quelques jours sur la même page de formation sur laquelle vous vous êtes inscrit. Vous aurez la possibilité durant cette conférence d'interagir avec les intervenants via un module de chat qui se situera en bas de votre écran. Vous posez toutes les questions, je les valide et je les poserai à l'oral à nos intervenants. Ils y répondront à l'oral. Vous pouvez également nous suivre via le fil Twitter au @réseau_o, donc _8. Je vous l'indiquerai dans le chat si vous n'êtes pas encore abonné. Donc 5 ans de suivi in situ sur la microstation Oxifix, la synthèse des résultats. Je vous rappelle que cette microstation est une filière agréée. Cette conférence va vous permettre de comprendre la démarche de suivi in situ, de découvrir les réponses apportées à travers un cadre juridique, administratif et scientifique précis, de découvrir les résultats 2018 de cette synthèse nationale du suivi in situ des microstations Oxifix, de comprendre comment ces résultats influencent le travail R&D chez Eloa Water et d'entendre le retour d'expérience de la communauté de communes du Pays de Bray avec une démarche volontaire de leur part après 48 mois de mise en place de ce suivi in situ. Alors pour cela, je reçois 2 intervenants diplômé en génie de l'eau avec un master, Jean-François Vanek, qui est arrivé en novembre 2016 chez Eloa Water pour prendre le poste de responsable technique régional. Jean-François Vanek représente la société Eloa dans le but de présenter les sujets précurseurs comme l'animation des suivis in situ, les réflexions concernant la compostabilité du média filtrant et bien d'autres sujets. Monsieur Vanek, bonjour. Bonjour Christophe. Durant 15 ans au service de la CC du Pays de Bray, Guillaume Cailleux a occupé le poste de technicien SPANC, puis celui de responsable du service assainissement. Aujourd'hui, c'est en qualité de directeur environnement que Guillaume Cailleux représente la CC du Pays de Bray pour témoigner à cette conférence. Bonjour Guillaume Cailleux. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, Monsieur Vanek, je vais vous laisser la parole. Je charge immédiatement le support de présentation. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'attends juste que la présentation soit lancée avant de démarrer. Ça va se charger. Ça va se charger, donc on va commencer. Voilà, super. Voilà. Merci de votre présence et bienvenue à toutes et à tous pour cette 5e webconférence au sujet du suivi in situ de la microstation culture fixée Oxifix de la société Eloa Water, que j'ai le plaisir de co-animer pour la seconde fois. Pour rappel, Eloa Water est une société qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d'unités de traitement des eaux usées domestiques à la fois de petite et de grande capacité. Et donc j'ai effectivement le plaisir de co-animer cette nouvelle conférence avec monsieur Cailleux. Avant de démarrer vraiment la présentation, j'aimerais remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord en interne, remercier mes collègues RTR, qui comme moi animent les suivis in situ dans leurs régions respectives, notamment plus particulièrement merci à Elsa, Amélie, Sandrine et Julien. J'aimerais également remercier notre service marketing qui m'a aidé dans la mise en forme de cette présentation, particulièrement Maxime et Sergio, et merci à notre service R&D qui m'a aidé dans l'interprétation de certains résultats, plus particulièrement Amandine, Marco et Olivier.
Et j'aimerais également remercier bien des acteurs externes qui participent à ce suivi in situ, donc notamment bien l'ensemble des collectivités territoriales avec lesquelles nous avons cette démarche de suivi in situ depuis de nombreuses années. Et merci à tous les usagers chez qui nous réalisons l'ensemble de ces suivis. Alors la présentation de cet après-midi va se découper en 5 parties. Pour ma part, je vous présenterai les 4 premières, la 5e étant présentée par Monsieur Caillou. Donc les 4 parties me concernant vont d'abord... On va d'abord évoquer la démarche du suivi in situ, pourquoi on a fait cela, son contexte et comment on le cadre, à la fois juridiquement et scientifiquement. Ensuite, on parlera des résultats et de leur interprétation. Donc résultats aussi bien sur la partie qualité du rejet que sur la partie exploitation et coût d'exploitation. En 3, on verra tout ce que ces données nous permettent d'apporter au niveau de l'évolution de nos produits et de nos procédures, notamment de prélèvement. Et en 4, je vous exposerai comment nous vous mettons à disposition ces données de suivi in situ à l'échelle départementale, mais pas que. On vous met également à disposition nos données de traçabilité et d'exploitation, c'est ce que je vous exposerai dans cette 4e partie. Et enfin, je passerai la parole à Monsieur Cailleux, afin qu'il puisse apporter son éclairage d'acteur public, étant donné que c'est dans sa collectivité que nous avons le suivi in situ pour le département de l'Oise. Alors, tout d'abord, la démarche de suivi in situ avec le contexte. Alors, il faut savoir que dès que Eloi Water met un produit sur le marché, c'est-à-dire obtient un marquage CE, nous faisons ce qu'on appelle du monitoring interne, c'est-à-dire que des personnes de notre service support viennent sur le terrain et vont réaliser un certain nombre d'investigations, notamment sur la fiabilité des produits, la qualité du rejet, et permet d'avoir un retour d'information important pour notre service R&D. Et donc, nous faisons cela sur l'Oxifix depuis les années 2010, depuis le début de la commercialisation. Or, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'acteurs publics étaient très intéressés par ces monitorings et souhaitaient venir participer. Donc, c'est pour cela qu'on a pris cette information en prenant un petit peu la balle au bon, en disant nous allons faire de ces monitorings une mission officielle qu'on appelle le suivi in situ, donc on a démarré à partir de 2013. Le but étant d'avoir une couverture homogène du territoire pour avoir un retour d'expérience et de compiler un maximum de données. Quels sont les objectifs de ce suivi ? Alors, ils sont principalement au nombre de 2, parce qu'on l'évoquera un petit peu plus loin, mais lors de ces suivis in situ annuels, nous en profitons pour inviter l'ensemble des acteurs publics, donc notamment des SPANC du département, à venir lors de ces suivis in situ. Et donc, ça nous permet, dans un premier temps, d'évaluer le fonctionnement de notre microstation Oxifix avec la qualité du rejet et surtout les coûts d'exploitation réels, que ce soit la consommation énergétique ou la fréquence de remplacement des pièces d'usure pour une Oxifix à usage familial. J'en reviendrai un petit peu plus tard, mais on s'est concentré sur 2 tailles de stations, que sont l'Oxifix 5 équivalents habitants et l'Oxifix 6 équivalents habitants, qui représentent l'immense majorité de la capacité d'accueil des maisons individuelles en France. Et lors de ces demi-journées de suivi in situ, nous en profitons pour prodiguer un certain nombre de conseils sur le fonctionnement de nos systèmes et sur des points de vigilance que les acteurs publics peuvent avoir lors de leur contrôle de bonne exécution ou de bon fonctionnement. Les acteurs de ce suivi, alors ils sont toujours minimum au nombre de 3, que sont l'usager, le fabricant Eloi Water et le SPANC. Alors l'usager, dans notre protocole de sélection des suivis in situ départementaux, nous allons rechercher des propriétaires d'installations dont la capacité, le taux d'occupation du logement soit conforme à ce qu'on retrouve au niveau des seuils INSEE. Je m'explique, par exemple pour une Oxifix 5 équivalents habitants, nous allons rechercher une habitation dans laquelle on va retrouver au moins 2,4 personnes. Et pour une Oxifix 6EH, au moins 3 personnes. Donc Eloi Water, en tant que fabricant, c'est nous qui sommes à l'origine de la démarche, qui l'animions et qui la finançons. Et le SPANC, lui, il est là en tant que garant de l'impartialité des résultats et de la neutralité de celle-ci. En effet, c'est lui qui va vérifier que Eloi Water se rend bien sur l'installation une fois par an, à la date anniversaire,
et que lors de cette visite annuelle, eh bien, nous réalisons l'ensemble des mesures qui sont prévues par le protocole de mesure. Je développerai un petit peu plus tard. Et de même qu'entre deux visites de suivi annuelles, nous, évaluateurs, nous avons interdiction de nous rendre sur l'installation sans prévenir le SPANC. Nous avons également un quatrième acteur qui est plus facultatif, ça dépend des départements, que sont les conseils départementaux. C'est notamment le cas sur les départements où le conseil départemental il a une cellule d'animation auprès des SPANC. Donc, dans ces cas-là, le conseil départemental nous aide notamment à trouver un usager qui est compatible avec notre protocole de sélection et peut également nous aider à relayer les invitations auprès des SPANC du département lors du suivi in situ annuel. Si on passe maintenant au cadrage administratif, scientifique et juridique, c'est vraiment un point important et majeur de notre suivi in situ, parce que c'est ce qui nous permet de nous différencier de beaucoup d'autres suivis in situ qu'on va retrouver sur le terrain. Il y a 3 documents qui cadrent ces 3 points. Tout d'abord, la fiche descriptive de l'installation suivie, que vous trouvez sur la gauche de l'écran. Ça, c'est une fiche que nous renseignons à chacun de nos suivis in situ. Donc, on va y trouver des informations telles que le nombre d'habitants dans le logement. Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent, qui sont retraitées? On trouve également le nombre d'enfants. Et au niveau des enfants, on va même jusqu'à indiquer est-ce que ce sont des élèves demi-pensionnaires, pensionnaires ou externes. Tout ça nous permet d'avoir des informations importantes sur la sollicitation de la station qui nous permet derrière d'interpréter un certain nombre de données. On a le deuxième document majeur qui est le protocole de suivi in situ. En effet, comme je l'ai dit lors de l'introduction, c'est l'ensemble des responsables techniques régionaux qui réalisons les suivis in situ sur nos territoires respectifs. Donc ça veut dire qu'il y a sur le territoire des opérateurs différents qui vont réaliser les mesures. Or, on sait très bien que si nous avons des opérateurs différents, il peut y avoir des biais dans la collecte des données si on ne cadre pas les pratiques de chacun. Donc le protocole est là pour cela. En effet, dans ce protocole, on va trouver l'ensemble des mesures que nous devons réaliser sur le terrain. On va trouver également la marque et les modèles de matériel que nous utilisons. Nous utilisons tous le même matériel, notamment sonde à bout, sonde de hauteur de bout, sonde à oxygène, etc. Ça nous permet d'avoir des prises de mesures qui soient reproductibles et scientifiques. Et on a le troisième document majeur qui est le cadrage juridique, donc qui est la convention tripartite qui est signée entre l'usager, le SPANC, la collectivité sur laquelle est implanté le dispositif de l'usager, et nous. Ce document permet de définir les rôles, les droits et les devoirs de chacun. Notamment pour l'usager, on va lui demander à ce qu'une fois par an, il nous donne accès à sa propriété. Pour le SPANC, nous allons lui demander de nous mettre à disposition une salle de réunion pour pouvoir réaliser ce suivi in situ. Et en tant que fabricant, on va avoir pas mal d'informations qui sont dedans, notamment les fréquences de suivi in situ. On a même écrit dedans le laboratoire qui va réaliser les analyses du prélèvement. Alors je le rappelle, l'ensemble des analyses qui sont réalisées sont faites par des laboratoires certifiés COFRAC, donc qui permet également d'avoir un tronc commun au niveau de tous les laboratoires qui vont réaliser nos prélèvements. Dans cette convention, on va trouver également d'autres informations comme le mode de diffusion des résultats, etc. Au niveau des investigations terrain que nous réalisons, donc nous allons avoir différents points de mesure en fonction de l'organe de la microstation que nous allons investiguer. Tout d'abord, sur le décanteur, nous allons réaliser une mesure de hauteur d'accumulation des boues primaires qui va permettre d'évaluer la fréquence de vidange, et on va également contrôler la bonne recirculation des boues secondaires. Au niveau du réacteur biologique, nous allons déjà contrôler en visuel la bonne diffusion de l'oxygène. Est-ce que le bullage il est fin, il est homogène? Et nous allons mesurer le taux d'oxygène dissous dans le réacteur biologique. Au niveau du surpresseur maintenant, au démarrage de chaque suivi in situ, nous branchons les surpresseurs sur un consomètre, qui nous permet d'année en année de relever la consommation énergétique réelle de ces surpresseurs. Et enfin, nous prélevons un échantillon d'eau usée traitée dans la chambre de prélèvement qui est située dans le clarificateur de la microstation, et cet échantillon est envoyé au laboratoire certifié COFRAC, donc qui est défini dans la convention. Et je vous rappelle, l'ensemble des instruments qui servent à ces mesures sont identiques
sur tout le territoire et bien sûr sont calibrés et tarés régulièrement. Si on passe maintenant au mode de prélèvement que nous utilisons. En effet, dans le monde du prélèvement d'une eau résiduaire, on a deux choix de prélèvement possibles. On peut avoir des prélèvements par bilan 24 heures, alors assujetti au temps dans l'ANC, parce que compte tenu des faibles débits, ça va être quand même compliqué d'assujettir un bilan 24 heures sur le débit, tout simplement. Ou alors, on a le prélèvement ponctuel. Chacun de ces deux modes de prélèvement présente des avantages et des inconvénients qu'on va développer ici. Le bilan 24 heures, l'avantage, c'est qu'il donne une vue quasiment parfaite de la qualité du rejet sur une journée complète. Par contre, il est très peu sensible à la finesse et aux soins que l'opérateur de prélèvement va utiliser, à la qualité ou aux soins que l'opérateur de prélèvement a pour réaliser ce prélèvement. Je m'explique. Notre chambre de prélèvement donc sur notre microstation est, comme je l'ai dit, dans le clarificateur, c'est-à-dire qu'elle est constamment immergée dans un milieu aqueux qui contient de l'oxygène. Donc, dans notre chambre de prélèvement, il va se reformer naturellement, au fur et à mesure du temps, un biofilm. Et donc, quand l'opérateur vient plonger l'organe de ponction dans cette chambre de prélèvement, on peut très facilement, en touchant les bords, détacher ce biofilm qui va être aspiré et mis dans le flaconnage et donc qui sera analysé. Donc ça veut dire qu'on peut polluer artificiellement notre prélèvement. Or, sur un bilan 24 heures, même si au moment où on plonge l'organe de prélèvement, effectivement, on remobilise un petit peu de biofilm et donc de MES, les premières ponctions du bilan 24 heures peuvent être polluées artificiellement. Par contre, comme il y a d'autres ponctions qui vont avoir lieu dans les heures qui suivent, là, le biofilm il a largement le temps de redécanter et donc de ne pas venir dans les flaconnages. Et ce qui fait qu'on a un effet de dilution sur la journée qui permet de masquer, le fait que l'opérateur a remobilisé ce biofilm. Par contre, en termes d'inconvénients, sur un bilan 24 heures, c'est du matériel qui reste difficile à mettre en œuvre à l'échelle d'un particulier, de même que l'impartialité des résultats est difficile à démontrer. En effet, c'est relativement peu concevable de se dire qu'on va rester autour de la station pendant 24 heures, donc pendant toute la durée des ponctions, et c'est un mode de prélèvement qui est coûteux. Le ponctuel, par contre, lui, il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, plus simple. L'impartialité est totale parce que en fait, le prélèvement dure que quelques minutes. Donc là, on le fait en présence de toutes les parties et notamment au minimum du spank haute, et il est peu coûteux. Par contre, en termes d'inconvénients, le ponctuel ne va donner qu'une photo du rejet à un instant T, et lui, il est très sensible aux soins aux soins de l'opérateur lors du prélèvement, notamment lors de l'introduction de l'organe de ponction. Parce que là, dès qu'on mobilise le MES, comme on prélève tout de suite et qu'on remplit le flaconnage juste derrière, on pollue tout de suite notre flaconnage. Si on regarde maintenant les types de pompes utilisées, en effet, sur un préleveur automatique, donc comme on le voit sur la photo, en fait, la pompe qui est utilisée, donc on voit ici, et si on l'ouvre, on va la trouver ici exactement. On a le tube d'aspiration qui est là, qui est l'organe qui va servir à aspirer les eaux usées traitées, et au niveau de la pompe, en fait, ce tuyau, il est pincé par une petite pièce rotative qui va, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, pouvoir aspirer de manière la plus douce possible les fluents traités. Donc ça, c'est une pompe d'aspiration péristaltique. Alors que le type de pompe que nous utilisons, c'est ce type de pompe-là, qui est une pompe tout simplement, on le verra après, mais une pompe vortex. Et si on regarde les caractéristiques de cette pompe, en fait, elle a une vitesse d'aspiration qui est de 1,1 mètres seconde. Et si on regarde dans la bibliographie et dans les règles de l'art sur le prélèvement des eaux résiduaires, notamment le guide technique Aquaref, on voit que ces documents nous demandent d'avoir une vitesse d'aspiration qui soit uniquement supérieure ou égale à 0,5 mètres seconde. Donc, le type de pompe que nous utilisons a une vitesse d'aspiration qui est 2 fois plus importante que ce qui est demandé dans les règles de l'art. De même que le mode d'aspiration, en fait, va se faire par
une petite turbine vortex qui est donc à l'extrémité de la pompe. On voit ici les hélices sur la photo. Et donc, on sait très bien qu'une turbine vortex, forcément, ça crée un effet tourbillon autour de la zone de pompage qui peut détacher ce fameux biofilm qui se redépose dans une chambre de prélèvement qui est totalement immergée. Si on regarde maintenant le moment au cours duquel nous faisons le prélèvement dans la journée. En fait, donc là, je vous ai mis sur le graphique une courbe théorique standard de production d'eau usée au cours de la journée. On voit très bien qu'on a un pic de production d'eau usée le matin, donc ce modo de 7h à 11h, et un second le soir. Or, il faut savoir que l'immense majorité de nos suivis in situ sont réalisés le matin. Donc, les prélèvements sont faits entre 10 et 11h, soit très peu de temps après un gros pic de sollicitation de la microstation. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion que le mode de prélèvement que nous avons choisi pour nos suivis in situ est le prélèvement ponctuel. En effet, il nous permet de nous mettre dans des conditions qui soient défavorables et donc sécuritaires, parce qu'on va avoir tendance à surévaluer les paramètres de pollution, notamment les MES, en faisant cela. Mais pourquoi on a choisi ce mode? Certes, le suivi in situ nous sert, comme on l'a dit, pour inviter les acteurs publics à voir le fonctionnement de nos systèmes, mais il nous sert surtout en premier lieu à pouvoir améliorer nos produits. Et donc, avoir des résultats qui sont surestimés nous pousse à améliorer d'autant plus nos produits, notamment sur l'aspect hydraulique. J'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur ces évolutions tout à l'heure. Après avoir vu la démarche, on va passer maintenant aux résultats, avec tout d'abord la couverture des installations. Alors, nous sommes à ce jour donc à 41 oxyfixes suivis donc sur 41 départements, donc vous voyez la cartographie ici. Ces oxyfixes sont âgés de 16 à 68 mois et il y a une compilation de données qui comporte 128 analyses de qualité d'eau usée traitée, donc toutes réalisées par des laboratoires COFRAC. Et depuis le début de l'année, nous avons eu la chance d'accueillir lors de ces demi-journées de suivi in situ 1400 participants, donc ce qui démontre l'intérêt des acteurs publics pour cette démarche. Si on passe maintenant sur les résultats d'accumulation de boue primaire, tout d'abord, on va s'intéresser à l'oxyfixe 5EH. Vous allez voir que on a distingué les résultats de la 5EH et de la 6EH, notamment par le fait que les taux d'occupation des habitations sont différents. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet histogramme? Je vous ai mis en bleu les taux d'accumulation en pourcentage et en gris les hauteurs d'accumulation en centimètres. Donc, nous voyons que à 12 mois, nous étions à 11% d'accumulation, à 24 mois, 16%, à 36 mois, 24% et à 48 mois, 30%. Donc, nous atteignons le seuil réglementaire des 30% de remplissage du décanteur primaire au bout des 48 mois. Donc ce qui est une info importante, 4 ans, c'est relativement confortable pour un usager. Par contre, si on va un petit peu plus loin dans l'interprétation, on voit que l'évolution de la production de boue est certes linéaire, mais elle n'est pas proportionnelle. En effet, on ne passe pas de 11% à 12 mois à 22% à 24 mois et à 33% à 36 mois. Donc ça veut dire que dans nos décanteurs, on a un phénomène de stabilisation-minéralisation qui va s'opérer. Et ce phénomène a deux origines. Le premier est le fait que, dans le décanteur, on va trouver des zones d'anoxie. Il n'est pas totalement en anaérobie, mais il y a des zones où on a une présence d'oxygène. Et je reviendrai plus longuement sur cette notion d'anoxie quand on interprétera les résultats d'évolution des nitrates, notamment. Mais donc, ce faisant, on va créer des colonies microbiennes aérobies qui vont, pour leur développement, avoir besoin de carbone et donc vont dégrader un petit peu les boues qui sont présentes dans le décanteur. L'autre phénomène aussi, c'est que de par le volume de notre décanteur, qui est l'un des plus gros du marché, de 3 mètres cubes pour 5EH, ça veut dire qu'on peut stocker des boues longtemps. Or, plus on peut stocker des boues longtemps, et plus on va avoir un effet d'autocompaction des boues. En effet, les couches profondes des boues se retrouvent comprimées par les couches du dessus, et donc on a une expulsion de leur eau qui va augmenter leur siccité. Donc ça explique le fait que l'augmentation de boue n'est pas proportionnelle d'année en année. Si on regarde maintenant les résultats de l'oxyfixe 6EH, alors à 12 mois nous étions à 14%, à 24 mois 20%, à 36 mois 24%, à 48 mois 40%. Ça veut dire que si nous utilisons la valeur de 40% à 48 mois et que nous faisons un produit en croix inverse, nous atteignons
les 30% de hauteur de remplissage du décanteur à 40,5 mois. Ce qui est pareil, ce qui est un petit peu plus faible que la 5EH, mais c'est logique par rapport au taux d'occupation, mais c'est surtout, ça reste confortable pour l'usager. Par contre, ce graphique me permet de rebondir sur la différence de fréquence de vidange qu'on obtient sur nos suivis in situ et ceux qui sont inscrits dans nos guides d'utilisation. En effet, je vous rappelle, sur le guide d'utilisation de l'Oxyfix 5EH, nous annonçons 19 mois de fréquence de vidange et 16 mois pour l'Oxyfix 6EH. Or, il faut savoir que ces fréquences de vidange, en fait, viennent du test de performance épuratoire qui est fait pour le marquage CE, pour d'ailleurs obtenir l'agrément, mais ce test de performance dure en réalité 11 mois. Et ce qui est fait, c'est qu'à l'issue de ce test, nous réalisons une mesure de hauteur de bout et nous réalisons un simple produit en croix pour évaluer à quel moment nous atteignons les 30%. Donc c'est-à-dire que si schématiquement, on prend les résultats ici de la 6EH, par exemple, à 12 mois, on est à 14%, ça veut dire que de manière théorique, nous atteindrions les 30%, grosso modo, au bout de 24 mois. Or, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on n'a pas une évolution qui est proportionnelle de la boue au fur et à mesure du temps. Si on passe maintenant sur l'analyse physico-chimique de l'effluent traité, avec en premier lieu la DBO5. Le DBO5 qui est l'un des deux paramètres réglementaires pour l'ANC de moins de 20 EH, qui constitue la demande biologique en oxygène en 5 jours et qui représente la fraction carbonée, la fraction de carbone biodégradable dans votre effluent traité. Donc maintenant, le seuil réglementaire de ce paramètre est situé à 35 mg par litre. Et si on voit les résultats sur notre Oxyfix, nous avons des résultats qui tournent autour de 10 mg par litre en moyenne, avec des variations somme toute minimes d'année en année, ce qui est un résultat qui est vraiment excellent sur ce paramètre-là. Alors, et si on prend même l'ensemble de nos 128 analyses certifiées COFRAC, nous avons 98% d'entre elles qui sont sous le seuil réglementaire des 35 mg par litre. Je vous ai mis dans le petit tableau sous l'histogramme les minimums et les maximums d'année en année. Alors c'est pas étonnant qu'on ait des résultats aussi performants en DBO5 sur nos stations, de par le design de nos réacteurs biologiques. En effet, déjà nous sommes sur une culture fixée, donc qui développe plus de micro-organismes aérobies qu'en culture libre, et le support bactérien fait une surface développée de 200 mètres carrés au mètre cube. Donc encore une fois, ça participe à développer plus de micro-organismes, et on a une diffusion de l'oxygène qui est favorisée par plusieurs facteurs. En effet, on a déjà un double diffuseur d'air dans le fond du réacteur, on a une hauteur de réacteur biologique qui va faire 2 mètres, donc avec un long temps de contact entre les bulles d'air et l'eau, et on a également nos supports bactériens qui sont mis en vrac dans le réacteur biologique, ce qui oblige les bulles d'air qui viennent du fond à se frayer un chemin qui va être sinueux avant de rejoindre la surface. Or, on sait très bien qu'un chemin sinueux va être plus long qu'un chemin en ligne rectiligne. Et donc, on améliore le temps de contact, encore une fois, entre les bulles d'air et l'eau. Maintenant, après avoir vu les résultats de DBO5, on va passer au deuxième paramètre réglementaire que sont les matières en suspension. Donc là, le seuil réglementaire est à 30 mg par litre et nos résultats oscillent grosso modo les 3 premières années autour de 20-24 mg par litre. Par contre, on observe une baisse relativement significative au bout de 48 mois, à 13 mg par litre en moyenne. Si je prends maintenant l'ensemble de nos 128 analyses, nous avons 76% d'entre elles qui sont sous le seuil des 30 mg par litre. Je vous ai mis également le tableau avec les minimum maxi. Par contre, ce qui est important à comprendre sur ce paramètre, et on l'évoquera plus longuement tout à l'heure, mais en fait, il est extrêmement dépendant de la manière dont on va prélever notre échantillon. Parce que, notamment sur la notion de biofilm qui peut se détacher et donc polluer notre prélèvement. Et donc on éclatera tout à l'heure les données en fonction d'autres indicateurs. Et comment expliquer cette baisse donc, à 48 mois? On peut l'expliquer par le fait que, effectivement, notre premier protocole de prélèvement que nous utilisions jusqu'en 2015 était, on va dire, perturbant pour la chambre de prélèvement et donc avait tendance à surestimer encore plus ce paramètre. Donc, c'est la raison pour laquelle les premières années, comme on n'utilisait que ce protocole-là, on a tendance à surestimer ce paramètre. Et l'autre phénomène vient aussi du fait que, en tant qu'RTR, nous avons été largement sensibilisés ces dernières années pour prélever la manière la plus douce
et tranquille qui soit. Si on regarde maintenant le paramètre DCO, donc demande chimique en oxygène, qui, je le rappelle, est un paramètre non réglementaire pour les stations de moins de 20 EH, déjà ce paramètre représente l'ensemble de la pollution carbonée dans les fluents, à la fois la partie biodégradable et la non biodégradable, ce qu'on appelle le talon dur. Donc ce paramètre de DCO, eh bien, on voit qu'il y a une diminution qui est significative et constante au fur et à mesure du temps, passant de 97 mg par litre à 77 mg par litre à 48 mois. Donc ça, on va l'expliquer par le fait que lors de nos suivis in situ, eh bien, les usagers sont là et on leur prodigue également un certain nombre de conseils sur l'utilisation de leur station. Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme produit, en quelle quantité, etc. Et c'est d'ailleurs, alors certes, on fait cela lors de nos suivis in situ, mais on l'évoquera un petit peu plus loin, mais dans le cadre de la première visite d'entretien que nous offrons aux usagers et qui est réalisée par notre réseau d'opérateurs certifiés, eh bien, c'est également, ce genre de conseil est également prodigué par nos opérateurs certifiés lors de cette visite d'entretien gratuite. Et je vous ai mis également pour rappel dans le petit tableau avec les mini et les maxi. Si on regarde maintenant le taux d'oxygène dissous, eh bien on voit pareil une baisse qui est constante au fur et à mesure du temps. Donc le taux d'oxygène dissous dans le réacteur biologique passe de grosso modo 9 mg par litre à 7 mg par litre au bout de 48 mois. Donc cette baisse, on va l'expliquer simplement bien par le vieillissement des diffuseurs d'air. Par contre, ce qui est important, c'est que le seuil, on va dire, technique pour les micro-organismes aérobies à atteindre est de 2 à 3 mg par litre. Donc au bout de 4 ans, on est encore bien sûr très loin d'avoir atteint ce seuil, tout à fait normal. Mais par contre, on voit que malgré notre réacteur biologique qui a une grande capacité à diffuser de l'oxygène, eh bien le taux d'oxygène diminue au fur et à mesure du temps. Les nitrates, l'azote, donc avec les deux formes d'azote qu'on va rechercher. Tout d'abord, la forme ammonium, donc NH4 en vert sur le graphique, et la forme oxydée, donc nitrate NO3 en jaune sur ce graphique. Alors tout d'abord le NH4. Vous savez qu'on rejette notre azote sous forme d'urée. Cette urée va très vite se transformer en NH4 dans la station, et cet NH4, il doit absolument s'oxyder dans la filière de traitement. Sinon, il s'oxyde dans le milieu récepteur, et là, ça veut dire qu'il va faire baisser le taux d'oxygène dans notamment le milieu hydraulique superficiel, ce qui peut être très préjudiciable pour les macro-organismes aquatiques. Donc, alors, ce NH4, il va s'oxyder, mais par contre, il ne va pas s'oxyder par le simple fait du bullage dans le réacteur. Ce phénomène de nitrification va être catalysé par des micro-organismes qui vont en fait pour leur métabolisme utiliser l'hydrogène du NH4 et le carbone du CO2 et rejeter sous forme de déchets entre guillemets du NO3. Donc pourquoi est-ce qu'à 3 mois on retrouve encore un peu de NH4? Eh bien on peut penser que les colonies nitrifiantes ne sont pas encore totalement développées pour pouvoir consommer tout ce NH4. Par contre à partir de 12 mois, eh bien là on n'en retrouve quasiment plus, on est autour de 1 à 2 mg par litre. Donc on est proche des seuils de détection. Au niveau des nitrates maintenant. La première année, nous avons des teneurs en nitrates qui sont de l'ordre de 60 mg par litre. Ce qui est tout à fait conforme à ce qu'on peut retrouver dans le monde de l'ANC, notamment sur des filières rustiques de traitement par système de sol reconstitué, qui eux tournent autour de 40-50 mg par litre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 24 mois, on voit que cette teneur en nitrate, eh bien, elle est franchement diminuée parce qu'on atteint un seuil qui est de l'ordre de 35 à 38 mg par litre au fur et à mesure du temps. Donc ce phénomène de dénitrification, on va l'expliquer par le retour de boue qui va agir en fait à deux niveaux. En effet, quand on fait le retour de boue, c'est-à-dire qu'on aspire de la boue secondaire qui est située dans le clarificateur, on aspire également de l'eau qui est contenue dans le clarificateur, donc de l'eau qui va contenir de l'oxygène sous forme dissoute et également sous forme liée, donc au NO3. Et en fait, on va ramener cet oxygène dissous dans le décanteur, et donc là, c'est pour ça qu'on va pouvoir développer des micro-organismes aérobies et qu'on va avoir des zones d'anoxie. Et c'est d'ailleurs, ces zones d'anoxie sont d'ailleurs démontrées par le fait que lorsque nous ouvrons les trapillons du décanteur, on n'observe pas d'odeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en fermentation au niveau du décanteur, donc pas d'anaérobie totale. Mais il n'empêche que voilà,
on va mettre de l'oxygène dans le décanteur. Donc dans le décanteur, eh bien, ces micro-organismes aérobies vont utiliser la forme d'oxygène sous forme dissoute, qui est la plus facile à assimiler, mais très vite, ils vont consommer toute cette forme, et donc ils vont devoir se rabattre sur une forme qui est plus difficile à assimiler, qui est la forme liée, donc au nitrate. Donc on va avoir un phénomène de dénitrification qui va se faire à ce niveau-là, et on va avoir le même phénomène qui va avoir lieu au niveau du réacteur biologique. En effet, vous savez, sur une culture fixée, en fait, votre floc bactérien qui s'attache sur le support, au fur et à mesure du temps, va s'épaissir. Et donc, ça veut dire que les couches externes à ce biofilm, donc celles qui sont vraiment en contact avec l'eau, vont prendre la forme d'oxygène la plus facile à assimiler, donc la forme dissoute, et vont laisser pour les couches profondes la forme d'oxygène la plus compliquée à assimiler, donc la forme liée, sous forme de nitrate. Et donc, on a le phénomène de dénitrification qui s'opère également au niveau du réacteur biologique. Donc, on explique par ces deux phénomènes ce qu'on observe ici sur la dénitrification de l'effluent traité au bout de 24 mois. Si on regarde maintenant les données d'exploitation. Alors, nous avons décomposé cette partie en 3 axes. Alors, on va d'abord regarder la durée de vie des composants, c'est-à-dire à quelle fréquence on les a remplacés. Ensuite, on va regarder combien cela a coûté de remplacer ces pièces et également au niveau de la vidange. On regarde combien de fois ça a été vidangé, combien ça a coûté. Et on va évaluer la consommation énergétique de l'oxyfixe avec le fameux consomètre. On va d'ailleurs commencer par cela. Si on regarde tout d'abord l'oxyfixe 5EH. Alors je vous ai mis ici, on vous a mis sur cet histogramme en jaune les résultats moyens de consommation à 12 mois, en vert à 24 mois, en bleu à 36 mois et en violet à 48 mois. Alors l'échelle de ces histogrammes font penser qu'il y a des variations qui sont importantes, mais en fait elles ne sont que de quelques euros d'année en année, donc c'est pas extrêmement représentatif. Ce qui est important de voir, c'est que grosso modo, on tourne entre 40 et 45 euros de consommation énergétique pour l'oxyfixe 5EH par an, ce qui est tout à fait convenable pour un usager. Si on regarde maintenant l'oxyfixe 6EH, alors là il y a 2 histogrammes. Celui de gauche celui de gauche est pour le premier modèle de surpresseur que nous utilisions, qui est le ELS 100. Et là, si on regarde sa consommation énergétique, on voit qu'on tourne autour de 100 euros, ce qui est vraiment important pour un usager et surtout ce qui est en discordance par rapport à la fiche technique de ce surpresseur. Donc ça, en fait, c'est l'un des apports du suivi in situ. Ça nous a permis d'aller voir notre fournisseur de surpresseurs en lui expliquant que ce qu'on rencontrait sur le terrain, ce qu'on mesurait sur le terrain, était différent de ce qui était indiqué dans la fiche technique. Et donc, effectivement, il en a pris acte et il nous a proposé un modèle de surpresseur qui est équivalent en termes de performance, mais qui est surtout beaucoup moins énergivore, qui est le JDK 80. Et là, on voit sur le graphique de droite qu'on retombe sur des consommations énergétiques qui sont de l'ordre de 50 euros par an, ce qui est tout à fait convenable. Si on passe maintenant au remplacement des pièces d'usure, à leur fréquence et aux coûts associés. Je vous ai mis sur cet histogramme donc, concernant l'oxyfixe 5EH l'ensemble des pièces d'usure qu'on peut être amené à remplacer ou de tâches à faire, notamment filtre à air, membrane, compresseur, les têtes d'ajutage, la vidange et diffuseur d'air. Et pareil, j'ai repris le même code couleur d'année en année pour vous indiquer le nombre de ces pièces détachées que nous avons remplacées. Ce qui est important de voir, c'est surtout la notion de coût. En effet, si je prends l'ensemble de ces pièces d'usure et les coûts associés, que je les divise par l'ensemble des stations suivies à 12 mois, plus l'ensemble des stations suivies à 24 mois, plus l'ensemble des stations suivies à 36 mois, plus celles suivies à 48 mois, on arrive à un coût moyen global sur 48 mois de 30,28 € par station suivie en TTC. Donc ce qui est, pareil, relativement convenable pour un usager. Si je fais le même... Alors, j'ai juste une petite remarque pour les nouveaux et ceux qui ne le savaient pas. Si vous trouvez que c'est petit sur votre écran, c'est possible, vous pouvez grandir donc le support de présentation en haut à droite. Vous avez 4 flèches, cliquez dessus, et cela vous permettra de voir un peu mieux les mentions qui sont en bas de ces graphiques. Merci Jean-François. Merci pour la précision, Christophe.
Alors, donc sur le graphique, donc équivalent au précédent, mais concernant l'Oxifix 6EH, eh bien, si on reporte une nouvelle fois l'ensemble des coûts associés sur l'ensemble des stations que nous avons suivies, nous arrivons à un coût moyen global de 75 € TTC par station suivie sur 48 mois. Alors, on a un coût qui est plus élevé que sur la 5EH, ce qui s'explique notamment par le fait que nous avons moins d'Oxifix 6EH suivis que de 5EH. Donc forcément, quand on fait le calcul, notre dénominateur étant plus faible, eh bien, le résultat final, il est plus élevé. Si on parle maintenant, après avoir vu les résultats, eh bien, de ce que nous a apporté ces résultats en termes de développement produit et d'évolution des procédures. Tout d'abord, au niveau amélioration continue. Alors là, je vous ai mis une vue en coupe de notre Oxifix C90 donc en béton. Il faut savoir que nous sommes à notre 3e génération d'Oxifix C90. Avec la première génération qui date de l'agrément 2010, la 2e génération agrément 2012 et la 3e génération actuelle datant de l'agrément 2015. Ce que nous avons fait évoluer au fur et à mesure de ces générations, c'est déjà d'une part la nature des cloisons. Les premières générations, nous avions des cloisons internes qui étaient en polyéthylène, la 2e génération des cloisons internes en inox et la 3e, donc l'actuelle, en béton. Nous avons également fait évoluer la section de passage entre compartiments. Sur les 2 premières générations d'Oxifix, nous avions une section de passage qui était faite par des tubes plongeurs en diamètre 100. Or, sur la 3e génération, nous sommes passés par des passages par déflecteur, donc avec une ouverture beaucoup plus large qu'avec un simple tube plongeur. Or, on sait bien que plus la surface de passage est importante et plus la vitesse ascensionnelle va être faible. Et donc meilleur sera le traitement dans la microstation. Nous avons également fait évoluer notre système de retour de bout secondaire. En effet, le compresseur d'air qui va amener l'air dans le dispositif de traitement, l'air va devoir aller à la fois vers les diffuseurs d'air qui sont situés ici, mais également vers le système de retour de bout par airlift qui est situé là. Or, nos 2 diffuseurs d'air créent une perte de charge importante. Ça veut dire que si on ne crée pas une perte de charge sur le tuyau d'alimentation d'airlift, en fait, l'ensemble de l'air irait plutôt dans le système d'airlift et n'irait pas alimenter le réacteur biologique. Donc nous sommes obligés de créer une contre-pression artificielle sur ce tuyau d'amener d'air. Et il faut savoir que sur nos 2 premières générations d'Oxifix, cette contre-pression était réalisée par ce qu'on appelle des têtes d'ajutage en laiton, donc qui sont des petits embouts cannelés, avec un tout petit trou qui est de l'ordre de 1 mm, 1 mm et demi. Ça veut dire que nous réalisons une perte de charge qui est vraiment très importante, mais sur une toute petite longueur. Ces têtes d'ajutage, on le sait avec notre taux d'expérience, ont tendance dans le temps à se boucher et à faire que le retour de bout ne fonctionne plus ou mal. Par contre, sur notre nouvelle génération d'Oxifix, donc agrément 2015, nous avons changé le système de perte de charge, c'est-à-dire que nous avons fait évoluer en fait le diamètre du tuyau. On l'a fait passer d'un diamètre de 22 mm à un diamètre de 6 mm. Donc, c'est-à-dire qu'on crée une perte de charge qui est beaucoup moins violente qu'avec la tête d'ajutage, mais beaucoup plus étalée sur la longueur du tuyau. Et en revanche, voilà, 6 mm, ça laisse passer les éventuels petits grains de sable qui peuvent se trouver dans le clarificateur. Et donc, avec ce nouveau système de retour de bout, nous n'avons plus de problématique de bouchage. Et vous l'avez vu, on a également fait évoluer nos modèles de compresseurs, notamment sur l'Oxifix 6EH. Je vous ai mis également ici sur cette slide 2 petits logos qui me permettent de rebondir sur le fait que nous sommes les seules microstations, alors à la fois notre microstation béton, mais aussi notre microstation légère, nous sommes les seuls à être reconnus en technique dite courante vis-à-vis des assurances décennales, donc des professionnels de l'ANC, que ce soit les installateurs ou les bureaux d'études, donc reconnus par l'agence qualité construction. Et nous avons également obtenu un label de qualité qui est le QB, donc qualité pour le bâtiment. C'est quand même important, je pense qu'on aura l'occasion de redévelopper ça un peu plus dans les questions-réponses, surtout si vous en avez. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu peux lancer les 2 premiers sondages, Christophe. Oui, alors, s'il te plaît. La première question, on va faire l'une après l'autre.
Donc la première, c'était auriez-vous besoin d'une formation, c'est celle-là. Hein. Donc pour ceux qui sont d'ailleurs passés en plein écran, maintenant il faut réduire parce que sinon vous n'aurez pas le sondage. Donc je vous lance une petite question qui est la suivante. Auriez-vous besoin d'une formation sur le marquage QB? Le marquage QB, c'est le marquage qualité pour le bâtiment. Seconde question, donc là vous cochez, hein, c'est pas compliqué, vous mettez oui, non, ou rien du tout d'ailleurs. La deuxième question, qui est un peu plus longue. Saviez-vous qu'une microstation inscrite sur la liste de la C2P des assureurs est automatiquement assurée, sans démarche particulière, par les terrassiers et les bureaux d'études dans leur décennale? Oui, non. Encore une fois, 2 choix ou pas de vote. Voilà. Je vous laisse donc réagir. Là, j'ai à peu près 20 personnes qui ont voté. Vous êtes plus de 40 en ligne. Alors, je vous laisse prendre la souris et cliquer sur une des 2 réponses. Je vais diffuser les résultats. Comme ça, tout le monde voit ce qui se passe. Donc, on a, sur la formation, visiblement, 8 intéressés. Donc, on pourra peut-être réfléchir à ce sujet. Et puis, donc, pour la seconde question, c'est mitigé. J'ai 50-50. Voilà. Donc, je vais enlever le sondage et on va pouvoir reprendre. On aura l'occasion, je pense, d'échanger plus longuement dans la partie questions-réponses. Mais en 2 mots, il faut savoir, ces démarches, notamment de reconnaissance en technique dite courante, sont des démarches volontaires de la part du fabricant et sont également marquées dans le temps. C'est-à-dire, notamment, on a des audits d'usine qui sont réalisés tous les ans. Donc, il y a également un phénomène de renouvellement de cette reconnaissance et de ce label au fur et à mesure du temps. L'une des autres améliorations qu'on a apportées sur nos produits concerne la chambre de prélèvement. En effet, si on regarde sur la génération 2010 et 2012 ici, alors tout d'abord sur la 2010, on voit le tube plongeur qui vient du réacteur biologique et qui alimente le clarificateur. Et en fait, la chambre de prélèvement, elle est ici au second plan. On voit là le tube de rejet des eaux traitées. Et la chambre est ici, avec l'ouverture qui est sur le dessus. Et en fait, cette chambre, si on l'observe bien, dans sa partie immergée, elle est composée d'une réduction et d'un coup de plongeur avec le coude qui part dans le sens opposé à la photo. Ça veut dire qu'en fait, on crée là et là 2 paliers sur lesquels on peut, va pouvoir se redéposer, redécanter des matières en suspension qui, lorsqu'on va prélever, il va être très facile de les remobiliser et de les avoir dans notre flaconnage. Sur l'agrément 2012, ce que nous avons amélioré, c'est l'ouverture de cette chambre d'échantillonnage, la faisant passer d'un diamètre de 100 à un diamètre 160. Par contre, sur l'agrément 2015, étant donné que pourquoi est-ce qu'on a fait cette réduction et ce coude sur l'agrément 2010-2012 ? C'était pour améliorer l'hydraulique, tout simplement, dans le clarificateur. Et étant donné que sur la génération 2015, nous avons amélioré l'hydraulique par les déflecteurs, ici et là, nous avons maintenant la chambre de prélèvement qui est constituée de bords francs. Donc on n'a plus d'effet de seuil et de palier. Donc moins sensible même à la remobilisation de l'OMS. Si on regarde maintenant l'évolution de nos procédures de prélèvement. Alors tout d'abord nos procédures internes, c'est-à-dire celles que nous utilisons lors de nos suivis in situ. Il faut savoir que jusque juin 2015, notre procédure constituait à plonger un bécher directement dans la chambre de prélèvement. Donc vous imaginez prélever un bécher comme cela dans les 2 premières générations de chambres de prélèvement, forcément on redéstabilisait tout le biofilm de la chambre et donc on polluait artificiellement l'échantillonnage. Depuis, nous utilisons les fameuses pompes, les pompes à turbine vortex que j'ai décrites tout à l'heure, qui présentent une amélioration certaine par rapport au bécher, mais qui ont également leurs limites, notamment par rapport aux pompes péristaltiques, comme j'ai pu l'exposer tout à l'heure.
Nos procédures externes ont également été revues. J'entends par là la manière dont nous avons rédigé nos guides d'exploitation. En effet, sur la génération 2015, eh bien, nous avons mis un point de vigilance très important sur le fait que pour les deux types de prélèvements, que ce soit en 24 heures ou en ponctuel, eh bien, il est impératif de ne pas perturber le clarificateur pendant la séquence de prélèvement, pour ne pas remettre en suspension les fameuses particules qui se sont développées dans la paroi du thé. Si on regarde maintenant l'impact de ces évolutions sur la qualité du rejet. Tout d'abord, sur les évolutions en termes de version d'agrément, de génération d'oxyfix. Alors je vous ai mis deux histogrammes, à gauche la DBO, à droite les MES moyens. Donc en rouge, vous avez la génération d'agrément 2010, en jaune la génération 2012 et en vert la génération 2015. Donc là, c'est assez flagrant, hein, notamment sur les MES. Effectivement, on passe de 33 mg par litre en moyenne à 16 mg par litre en moyenne hein, sur la nouvelle génération. Et si on regarde même les taux d'analyse sous le seuil des 30 mg par litre, eh bien, si je prends l'ensemble des analyses réalisées sur les oxyfix génération 2010 et 2012, j'ai 75% des analyses qui sont sous le seuil des 30 mg par litre, alors qu'on passe à 82% pour la génération 2015. On voit qu'on a amélioré grandement les résultats uniquement en changeant principalement la chambre de prélèvement. Et si on regarde maintenant au niveau des modes de prélèvement, donc là on a distingué l'ensemble des prélèvements qu'on a réalisés avec le Bécher et l'ensemble des prélèvements réalisés à la pompe Vortex. Donc là c'est pareil, hein, c'est assez flagrant dans le sens où l'ensemble des échantillons que nous avons prélevés au Bécher a une teneur moyenne en MES de 27 mg par litre, alors que ce résultat passe à 19 mg par litre pour la pompe Vortex. Et si on prend maintenant le taux d'analyse sous le seuil, eh bien nous avons 66% de ces analyses sous le seuil lorsqu'on nous avons prélevé au Bécher, et ça passe à 81,5% pour le prélèvement à la pompe Vortex. Donc on passe le seuil des 80%. Toutes ces améliorations nous ont également permis de concevoir une nouvelle génération d'oxyfix, qui est l'oxyfix R90, donc qui est la nouvelle génération d'oxyfix légère en polyéthylène rotomoulé, donc 4, 5 et 6EH, qui a l'avantage par rapport à notre génération d'oxyfix actuelle légère d'être moins haute. Elle fait que 2,07 m de hauteur. Par contre, ce qu'on a amélioré dans cet oxyfix, c'est l'hydraulique. On a bien compris que l'hydraulique dans une microstation, enfin dans une filière d'ANC au sens large, c'est vraiment un élément majeur. Je vous ai remis la formule ici qui explique que, effectivement, plus on a une surface utile importante, plus notre vitesse ascensionnelle va être faible, et donc plus le temps de séjour dans la station va être important. Et voilà, si on regarde une vue en coupe de l'oxyfix R90 avec le décanteur. Je vais prendre le compteur, hop. Le décanteur ici, le réacteur et le clarificateur. En fait, nous avons un passage d'effluent entre le décanteur et le réacteur qui va se faire via un déflecteur. Donc jusque-là, rien de nouveau, sauf que ce déflecteur il est encore plus large que celui que nous utilisons sur l'oxyfix C90 béton. Par contre, l'effluent, il passe directement dans la cloison, en fait dans le creux de la cloison, et va ressortir au niveau du réacteur biologique par une ouïe qui fait la largeur de la cloison. Donc l'effluent ressort juste au-dessus des diffuseurs d'air en fait. Donc ça veut dire que là, en termes de surface utile de passage, en fait on utilise l'ensemble de la surface de la cloison. Donc on peut pas faire plus en termes de surface utile. Au niveau du passage entre le réacteur biologique et le clarificateur, on a le même système de déflecteur et de passage dans la cloison, sauf que là la largeur de passage est un petit peu plus courte que sur la première. On a un passage qui se fait sur environ 40 cm dans la cloison. Ce qu'on a également amélioré, c'est la partie exploitation pour notre réseau national d'opérateurs certifiés. En effet, on l'évoquera après, mais pour entretenir nos dispositifs d'ANC, nous avons un réseau d'opérateurs certifiés, et donc dès la conception de nos produits, nous essayons de intégrer déjà les opérations de maintenance qui vont être nécessaires à réaliser pour faciliter un maximum la tâche à nos opérateurs certifiés. Et donc sur cet oxyfix R90, je vous ai dit les fluents passent dans les cloisons, il est évident qu'il faut se laisser des accès pour pouvoir, si besoin, nettoyer l'intérieur de ces cloisons. C'est l'objet de ces deux orifices qu'on a ici et là,
qui permettront aux opérateurs certifiés de passer un coup de Karcher ou de nettoyer l'intérieur des cloisons s'il y a besoin. Donc après avoir vu ce que nous a apporté ce suivi in situ, je vais maintenant vous exposer comment on vous met à disposition nos données. Alors déjà les données de suivi in situ, parce que c'est important, au-delà de vous présenter les moyennes, aujourd'hui c'est quand même important que vous, en tant qu'acteur de terrain, vous puissiez avoir accès à nos données au moins à l'échelle départementale. Et on va en profiter pour vous exposer comment nous obtenons la traçabilité de nos produits, comment nous les exploitons et comment on vous communique toutes ces données. Par quel outil? Alors tout d'abord, la traçabilité des dispositifs. Alors nous avons deux moteurs qui servent à tracer nos produits. En effet, en tant que fabricant, pour nous, c'est important de savoir qui est l'utilisateur final de nos dispositifs. Donc ce que l'on utilise, c'est un système de carte d'identité. Donc nous demandons à l'usager qui est propriétaire d'une installation Eloi de nous renvoyer sa carte d'identité, soit par mail, soit par courrier, ou alors de s'enregistrer directement sur notre site internet, ce qui est d'ailleurs l'immense majorité des cas parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Et si l'usager s'enregistre, on lui offre des choses supplémentaires. Les premières choses qu'on va lui offrir, c'est des extensions de garantie. En effet, on va faire passer la cuve de 10 à 15 ans de garantie, les parties électromécaniques, notamment le compresseur, de 2 à 3 ans de garantie pour l'oxyfix, et au niveau de notre filtre compact, donc le Xperco, on va faire passer le média filtrant, le Xylite, de 10 à 12 ans de garantie. Ça, premier moteur de traçabilité. Le deuxième étant que nous offrons une visite gratuite d'entretien dans les 6 à 12 mois qui suivent la mise en service à tout usager qui s'est enregistré. Donc ça permet à nos opérateurs certifiés de venir sur l'installation et de faire un réel entretien. En effet, 6 à 12 mois après le fonctionnement, après le démarrage du fonctionnement, la station a été alimentée en eau usée, donc on peut faire des relevés, notamment de hauteur de boue. On peut également former l'usager, parce que si on vient uniquement à la mise en service, notamment sur des pavillons neufs, l'usager, il n'est pas forcément présent, il n'a pas encore emménagé, ou même s'il a emménagé, il a autre chose à penser que l'entretien de sa station. Donc là, on peut vraiment avoir l'usager en présence et le former, et c'est notamment important on peut faire le parallèle avec les résultats de DCO qu'on a observés tout à l'heure. Et notre opérateur certifié va proposer un contrat d'entretien lors de cette visite. Et on sait très bien que le taux de signature d'un contrat d'entretien est beaucoup plus important quand on le propose plusieurs mois après la mise en service que quand on le propose à la mise en service, notamment par le fait que si l'usager n'est pas là, ça va être compliqué de lui proposer un contrat d'entretien. Ces deux moteurs nous permettent d'avoir un taux de traçabilité depuis 2013 qui sont de plus de 85% à l'échelle nationale. Donc il y a un taux de traçabilité qui est relativement unique dans le monde de l'ANC. Donc, je vais maintenant évoquer notre réseau d'opérateurs certifiés avec une cartographie de ces structures. Alors, en deux mots, nos opérateurs certifiés sont des structures qui sont indépendantes de nos concessionnaires et qui sont formés régulièrement à nos produits, à nos procédures, qui vont, comme on l'a dit, réaliser pour nous la visite gratuite, qui vont proposer le contrat d'entretien, qui vont également intervenir en cas de SAV, donc pris en garantie par Eloi, c'est-à-dire que s'il y a une intervention à prendre en garantie, eux interviennent et nous, on rémunère l'opérateur certifié. Et donc, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans l'entretien de dispositifs ANC. Donc, je vous ai mis quelques photos, notamment de l'opérateur certifié du nord de la France, qui est pur, avec une vue des camionnettes, avec tout le matériel nécessaire à l'entretien de nos systèmes. Maintenant, comment on vous met à disposition toutes ces données? On le fait via un outil web qui s'appelle Transparence. Donc, je vous ai mis le petit lien juste en dessous. Cet outil web, il a été déjà développé en concertation avec une association SPANC du nord de la France qui s'appelle la CABAP, et il vous permet, en tant que collectivité, d'avoir une visibilité en temps réel du parc Eloi-Water installé sur votre territoire. Il y a une géolocalisation de ces installations et vous avez également une information sur les visites d'entretien qui sont réalisées par nos opérateurs certifiés et qui sont encodées dans l'outil. Donc vous avez ces informations-là
Et on vous met également en ligne les résultats des suivis in situ de votre département, quand il y a un suivi in situ sur votre département. Bien sûr, c'est une plateforme web qui est 100% gratuite et confidentielle, notamment pour l'usager. Justement, sur la confidentialité, l'accès est uniquement réservé au SPANC. Les données, notamment de traçabilité d'entretien, sont uniquement portées à l'échelle de votre collectivité. Il y a un système d'approbation de votre demande à votre demande d'accès, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous inscrire, votre demande va arriver chez votre RTR qui doit la valider. En fait, on va simplement vérifier si vous êtes bien un SPANC. Et on ne vous donne pas l'identité des usagers. En fait, on vous donne uniquement l'adresse. Mais pour nous, c'est pas forcément très important. Ce qui est plutôt important, c'est d'avoir l'adresse parce que l'usager peut changer, notamment quand le bien est revendu. Par contre, l'Oxifix, le dispositif ANC, lui, il risque pas de changer. Et bien sûr, toutes ces utilisations de données sont soumises à la CNIL en France et à la Commission de protection vie privée en Belgique. C'est bien sûr cadré. Si je vous mets quelques captures d'écran de cet outil transparence, par exemple, tout d'abord le fil d'actualité. Donc on voit, c'est la page d'accueil en fait de l'outil. Vous allez retrouver tout de suite le nombre d'installations de l'orateur sur votre territoire, la répartition entre culture fixée et filtre compact, micro Oxifix ou filtre compact Xperco, la répartition entre cuve en béton, cuve en plastique et le nombre de stations avec un contrat d'entretien. Il y a d'autres onglets intéressants, notamment l'onglet recherche. Là, vous allez pouvoir faire des filtres, notamment par type de produit, par nombre de haches, par code postal. Vous avez le résultat de ces requêtes sous forme de listing ou sous forme de carte. Et justement, si on clique sur, par exemple, une vue de cet outil transparence dans l'est de la France, on voit bien l'ensemble des dispositifs Eloi Water répertoriés. Donc là, c'est une échelle qui est importante. Bien sûr, plus on va zoomer et plus on va voir les points individuels de manière distincte. Et justement, si on zoome sur une installation, par exemple, qui est située ici en Seine-Maritime, on vous donne accès à un certain nombre d'informations, donc notamment le type, le nombre de haches, la date de fabrication, la date de mise en service, qui est l'opérateur certifié, l'installateur, le numéro de série, et lorsqu'il y a un rapport de visite qui a été réalisé par l'opérateur certifié, on vous donne accès à un certain nombre d'informations, notamment la date à laquelle ça a été fait, le nom de l'opérateur, donc le nom du technicien de l'opérateur certifié qui a réalisé l'entretien, la hauteur de bout, l'épaisseur du chapeau, le fonctionnement des diffuseurs, le fonctionnement de l'airlift, l'aspect des eaux et l'odeur. Et on vous met également le commentaire du technicien. Bien évidemment, toutes ces données sont récoltées avant l'intervention du technicien. S'il a détecté quelque chose, notamment un l'airlift qui peut être moyen sur nos 2 premières générations d'Oxifix, vous verrez dans le commentaire, j'ai nettoyé telle pièce ou j'ai remplacé telle pièce. Mais c'est vraiment important, nous, dans le cadre justement de la transparence, de vous indiquer l'état de la station à l'arrivée du technicien. Donc, voilà, je pense que la dernière question concerne le dernier sondage, concerne justement l'outil transparence. Alors, pour ceux qui sont passés en plein écran, je vous rappelle... Ah, j'ai cliqué sur le lien. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en plein écran, je vous rappelle que vous pouvez repasser en petit écran, en modèle réduit de PowerPoint. Donc, souhaitez-vous être contacté en tant que SPANC pour avoir un échange avec Eloi Water sur l'outil qui est gratuit, on rappelle, Transparence. Voilà, pour peut-être, ça permettra de prendre peut-être rendez-vous sur des formations ou des... prendre contact avec le RTR régional pour aller plus loin dans l'explication de cet outil et procéder jusqu'à l'inscription. Très bien. Alors, je vous remercie pour vos votes. Je remplace donc le module de questions-réponses quelques instants par ce module de vote et je vous laisse donc encore dans quelques minutes pour cocher oui ou non. Je vous remercie donc pour votre attention. J'en ai terminé pour ma partie. Donc je vais maintenant passer la parole donc à Guillaume Cailleux et j'aurai le plaisir de vous retrouver juste après pour répondre à vos questions. Donc
la communauté de communes du Pays de Bray, pour vous situer rapidement la communauté de communes. Donc on se trouve dans les Hauts-de-France, dans l'Oise, au nord de Paris. Plus précisément, si on zoome un petit peu, on se trouve à l'ouest de l'Oise, à l'extrémité sud-est de la boutonnière du Pays de Bray. La boutonnière du Pays de Bray qui est un contexte un peu particulier géologiquement parlant, et donc avec des particularités au niveau de l'assainissement. Donc la communauté de communes du Pays de Bray, c'est 23 communes, c'est 18 500 habitants, donc un habitat plutôt rural. 7300 foyers, dont 4200, donc une bonne moitié, en assainissement non collectif. Le SPANC a été créé en 2006, bien qu'auparavant on ait eu un service d'assistance aux communes sur l'ANC. Et la compétence entretien et réhabilitation a été prise depuis 2010 sur la communauté de communes. Donc je disais le contexte géologique particulier, puisqu'on est dans un contexte très argileux, avec des sols souvent très peu perméables, ce qui nous pose de gros problèmes de rejet, donc bien souvent la nécessité de rejeter dans le milieu hydraulique superficiel quand il existe. Depuis 2011, si on prend les installations qui ont été mises en place contrôlées par le SPANC, on a 660 installations contrôlées, dont une cinquantaine de microstations, on va dire de toutes marques confondues, on va dire donc un petit 10% d'installations en microstations, en filière compacte générale, un bon 10% en filière compacte, dont une petite partie en microstation. Dans le cadre des opérations de réhabilitation de maîtrise d'ouvrage public, on a 260 installations qui ont été réhabilitées depuis 2011, dont 12 sont des microstations. Dans le cadre notamment de notre première opération de réhabilitation sous maîtrise d'ouvrage public, on a 7 microstations de la marque Eloi qui ont été mises en place, donc Doxifix, première génération. C'était une opération, je ne détaillerai pas, mais c'était une opération de réhabilitation qu'on a menée, celle-là, sous maîtrise d'ouvrage public, sachant que depuis, on a fait une autre opération qui a été réalisée sous maîtrise d'ouvrage privé pour d'autres raisons. Donc, dans cette première opération sous maîtrise d'ouvrage public, on était juste après l'arrêté de 2011, donc on a vraiment utilisé les microstations quand aucune autre situation, quand aucune autre solution n'était possible. Avec un petit peu sans savoir trop où on partait, et quand le suivi in situ nous a été proposé, ça a été un moyen pour nous de rassurer les usagers auxquels on avait préconisé auxquels le bureau d'études avait préconisé des microstations et pour lesquels le SPANC avait validé cette solution. Quant au bon fonctionnement de leur installation sur le long terme, et ça nous a permis aussi à nous, techniciens du SPANC, de suivre de près ces technologies et de savoir concrètement ce qu'on racontait à nos usagers. Pourquoi avoir choisi l'installation précise qu'on a suivie? Il s'avère que dans la première opération, on a une commune où on a mis en place 4 microstations, 4 Oxifix. 2 installations étaient dimensionnées pour 5 équivalents habitants, mais elles étaient sous-alimentées puisqu'on avait 2 usagers dedans, mais le dimensionnement de l'habitation nécessitait une 5EH. Et on avait donc une seule installation où
qui était dimensionné correctement et où le propriétaire présentait les disponibilités nécessaires. Cette installation est vraiment une installation qui est typiquement qui justifie typiquement l'utilisation de microstation, puisque on n'avait pas du tout de terrain. Donc c'est une microstation qui a été mise en place dans un garage sous un porche en bordure de route. On voit là sur les photos que ça s'est fait vraiment au millimètre. On n'avait absolument pas d'autres possibilités, et c'est pour ça qu'en 2011, sur des installations comme ça dans le cadre de l'opération de réhabilitation groupée, c'était la seule solution qui existait. Il fallait avant tout à l'époque convaincre que de mettre cette installation-là, d'une part ça allait être utile, et d'autre part ce serait mieux que ce que les gens avaient avant. Pas difficile de faire mieux puisqu'il y avait quasiment rien avant, mais faire comprendre à l'usager que en passant avec une grue au ras de sa porte de garage et d'installer une telle machine dans son garage, ça valait vraiment le coup, mais il fallait quand même un peu de force de conviction. Les points marquants sur le suivi, la première premier contrôle, une chose assez bizarre, la présence de traces de mousse rose violacée qui débordait d'un peu partout, un gros flottement au moment où on ouvre le regard, tout le monde se regarde, qu'est-ce que c'est, on n'a jamais vu ça. On discute un moment, on essaie d'échanger avec le propriétaire, et d'un seul coup le propriétaire dit mais ça vient peut-être du fait que j'ai nettoyé mes pinceaux, je viens de refaire une chambre en rouge. Donc effectivement, un peu de mousse, un peu de rouge. Les analyses, malgré tout, après passage au labo, ne montrent rien de particulier. On avait simplement un peu de surfactant qui avait favorisé la mousse. Donc là-dessus, pas de problème. Deuxième année, rien à signaler. Troisième année, on ouvre présence d'un gros floc dans la chambre de décantation, dans la chambre de prélèvement. C'était encore l'époque où on faisait l'analyse, le prélèvement avec un bécher. Donc forcément, au moment de prendre l'eau, le floc part en morceaux. Visuellement, on a encore des photos qui montrent que il y avait quand même, ça paraissait assez important en MES, mais en fin de compte, c'était plus une illusion d'optique, puisqu'on avait des gros flocs qui se promenaient dans le prélèvement, mais la concentration en tant que telle était tout à fait conforme à la réglementation. Dernièrement, lors de la dernière visite, on s'est rendu compte qu'on avait une obturation de la recirculation des bouts secondaires et qui a nécessité, donc, comme le disait Jean-François tout à l'heure, dû au problème de tête d'azotage qui était assez particulière sur la première génération. Et donc ça a été réparé par le certificat, par l'opérateur certifié des lois. Donc j'ai un peu souhaité moi faire récemment un point sur l'ensemble des micros qui avaient été installés dans le cadre de cette opération groupée et ultérieurement sur la commune en question. Donc on a essayé de passer un petit peu chez tous les propriétaires de ces micros. Donc en faisant le tour, on s'est rendu compte qu'on avait une installation pourtant récente qui avait pourtant été contrôlée par le SPANC qui présentait un niveau anormalement haut dû vraisemblablement à l'affaissement du tuyau à la sortie de la fosse qui a provoqué une montée en charge anormale de la micro, sans que pour autant on ait de débordement réel.
On a eu la surprise d'avoir une seconde installation qui semblait quasiment fantôme parce que très peu, les propriétaires étaient très peu présents, donc une forte sous-alimentation, très peu de eau produite, mais néanmoins a priori un rejet tout à fait correct. Et problème un peu plus important, une dernière installation qui était à l'arrêt. Le surpresseur était en panne. Le surpresseur se trouve dans une partie de la propriété qui n'est pas visitée régulièrement par les propriétaires et il n'y a pas eu de retour, pas eu de prise en compte de cette panne. Tout ça pour dire que globalement, dans les conditions limites d'utilisation, les résultats sont quand même conformes, mais que le contrat d'entretien périodique est nécessaire, plus que conseillé, surtout si l'usager n'est pas très soucieux de son installation. Effectivement, là, dans le dernier cas, on aurait eu un contrôle périodique. Je ne sais pas depuis combien de temps le surpresseur était en panne, mais on aurait eu un contrôle périodique, on serait sûr qu'au moins il y avait moins d'un an que le surpresseur était en panne. Donc voilà, pour le retour, ça permet, ce suivi in situ permet quand même au SPANC d'avoir une vraie connaissance des systèmes, de l'Oxifix en particulier, mais de voir les avantages et les inconvénients de chaque installation finalement. Et puis permet aussi un échange avec le responsable territorial qui a un retour d'expérience, un petit peu un échange sur les éléments qui peuvent être sensibles, que nous, on peut trouver, nous, en tant que technicien SPANC, on peut trouver faibles ou à améliorer, et puis aussi se rendre compte des soucis qui peuvent être rencontrés. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer donc au temps d'échange. Je vous avais indiqué que vous aviez la possibilité, en bas de votre écran, donc de partager avec nous vos interrogations. Le module s'est agrandi, donc pour qu'on puisse avoir une lecture simplifiée. Et donc, si je prends les questions les unes après les autres, Jérémy a une première question. Bonjour, je souhaitais savoir de quelle manière sont fixées ces cloisons. Y a-t-il des recommandations particulières lors de la vidange ? Alors, effectivement, les cloisons, donc les 3 générations, sont collées à la partie cuve avec une colle bicomposant qui est spécialement étudiée et conçue pour cet usage-là. Et en termes de recommandations particulières de vidange, effectivement, on a, selon les générations de cloisons, des protocoles de vidange qui sont distincts. Notamment, je pense à la première génération donc de cloisons en polyéthylène, où il faut pouvoir en fait vider le décanteur en même temps que le réacteur. Donc on a une procédure qui existe, que je vous invite qu'on peut vous envoyer via votre RTR de rattachement. Voilà, il y a des procédures qui existent et donc ça rejoint peut-être aussi la deuxième question, pourquoi on modifie la nature ? Voilà, donc la deuxième question de Sophie. Pourquoi avoir modifié la nature des cloisons ? Le béton offre des meilleurs résultats ? Alors, pourquoi on a modifié ? Effectivement, je le dis, notamment sur la première génération de cloisons PE, on a des procédures à respecter. Sauf qu'on sait que sur le terrain, ces procédures ne sont pas toujours respectées. Et donc, si elles ne sont pas respectées, on a à risque que la cloison bouge sur la première génération en Oxifix en polyéthylène. Lorsque c'est le cas, eh bien en fait, nous réintervenons sur la cloison, enfin nos opérateurs certifiés réinterviennent sur la cloison, on revidange totalement la station et mettent en place des clapets en caoutchouc qui permettent que lorsqu'il y aura les vidanges suivantes, eh bien les 3 compartiments vont s'équilibrer. En fait, il y a un passage du coup d'eau qui peut se faire entre les 3 et donc on n'aura plus ce système de pression contre la cloison. Donc voilà, on est passé à l'inox principalement pour cette raison-là. L'inox nous apportait des résultats qui étaient intéressants, mais par contre en termes de bilan carbone, l'inox c'est quand même un matériel qui a une empreinte importante et donc pour nous c'était important de pouvoir passer sur les cloisons béton, mais ça nous a demandé de retravailler fortement notre recette de béton, parce que vous le verrez en fait entre la génération 2012 et 2015 on n'a pas impacté le poids
de la microstation, alors qu'on a rajouté des éléments qui sont quand même relativement lourds, que sont les cloisons. Donc on a remodifié notre recette de béton qui conserve bien sûr les mêmes caractéristiques structurelles, mais qu'on a réussi à alléger. Et donc avec cette génération de cloisons béton, là il n'y a plus aucun souci. On peut vidanger les 3 compartiments indépendamment les uns des autres et voilà, ils résistent totalement à la pression. Alors, bonjour, une question de Jérôme. Les techniques courantes évoquées portent-elles sur un modèle précis ou sur une gamme? C'est une bonne question. Effectivement, la reconnaissance en technique dite courante concerne l'ensemble d'une gamme agréée. Donc en fait, je vous invite à vous rapprocher de votre FTR pour qu'il vous explique plus précisément les démarches qu'on a dû passer et les étapes de sélection supplémentaires par rapport à un simple marquage CE et un agrément. Mais in fine, nos documents officiels, que sont en fait le DTA, qui sont publiés sur la liste verte C2P, sont des documents que vous pouvez télécharger. Et dessus, vous verrez que c'est l'ensemble de la gamme donc agréée de 4 à 20 équivalents habitants qui est concerné. Sophie, à nouveau, en 2016, vous aviez indiqué réaliser un suivi dans une résidence secondaire. Avez-vous des résultats à communiquer? Alors effectivement, nous avons une installation qui était en suivi in situ en résidence secondaire sur le département du Jura. Alors nous avons des résultats, bien sûr, on peut vous les communiquer. Par contre, sachez que ce suivi in situ, nous avons décidé de l'arrêter, dans le sens où, vous savez qu'en France, en tout cas, voilà, la technologie de traitement par microstation n'est pas autorisée en résidence secondaire. Et donc, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on continue un suivi in situ sur ce type d'habitation. Mais voilà, on a des résultats et de toute manière, sachez que par exemple sur d'autres marchés qu'on occupe, notamment en Belgique, qui est notre marché premier en termes d'historique, la distinction n'est pas faite entre résidence secondaire et résidence principale. Donc on a énormément de stations qui fonctionnent sur des résidences secondaires. Alors Sophie, à nouveau, les mesures qui ont été réalisées, est-ce qu'elles ont été réalisées sur des dispositifs avec ou sans contrat d'entretien? Sans entretien. Effectivement, ça a été un choix au départ et vous avez raison de le souligner, c'est que les seules personnes qui viennent sur les installations, une fois par an, c'est nous, les RTR. Les opérateurs certifiés n'interviennent pas ou interviennent seulement dans le cadre d'un SAV. Voilà, s'il y a un compresseur qui tombe en panne, c'est l'opérateur certifié qui va venir et qui va le remplacer. Donc effectivement, c'est sans contrat d'entretien. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on sait que le contrat d'entretien n'est pas obligatoire. Donc, la majorité du parc, en tout cas de l'ANC au sens large, n'est pas sous contrat d'entretien. Donc si on veut avoir des résultats représentatifs de ce qui se passe dans la majorité des cas, il faut se placer dans ces conditions-là, donc sans contrat d'entretien. Alors, une question de Romain Le Bouec. Comment se procurer finalement la liste des opérateurs certifiés d'un département? Est-ce que ces listes sont disponibles sur Transparence? Alors non, c'est pas disponible sur Transparence. Par contre, je vous ai mis dans la présentation une cartographie, elle est peut-être passée un petit peu vite, mais il y a une slide où on voit le nom de chacun de ces opérateurs certifiés. Et voilà, si vous voulez leurs coordonnées, bien sûr, vous pouvez vous les procurer auprès de votre RTR local. Par contre, sur Transparence, vous verrez que l'ensemble des contrats, des comptes rendus d'entretien qui sont indiqués, portent le nom de votre opérateur certifié. Qui est rattaché à votre département en fait. Alors c'est cette slide. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a finalement donc 5 opérateurs certifiés, si j'ai bien suivi. Donc vous avez Qui est Pur dans le Nord. Alors il faut que je mette en grand parce que moi je vois pas. Vous avez donc Aceno Service, Aquarana, Hydradis et Techniserve. C'est bien ça? Tout à fait. Bien. Et est-ce que peut-être cette liste est vouée à s'allonger ou... Non, pas particulièrement. En fait, c'est vrai que ce réseau d'opérateurs certifiés, on l'a déjà bâti depuis pas mal d'années. Et donc, c'est un sujet sur lequel on est très en avance dans le domaine de l'assainissement non collectif.
Et ça permet de rebondir sur vraiment la notion d'opérateur certifié, c'est-à-dire que ce sont des structures indépendantes de nos concessionnaires, j'ai dit, qui vont faire les visites gratuites, mais surtout, en fait, qui ont accès à notre outil de traçabilité interne qui s'appelle Tanki. Je passe les détails, mais ces opérateurs certifiés, ils ont la capacité en fait de rajouter des informations dans notre base de données source qui permet d'alimenter notamment l'outil transparence. Donc, pour nous, c'est important que les personnes qui peuvent rajouter de l'information dans notre base de données soient clairement identifiées. Et on a déjà ce réseau qui est en place, ils sont formés régulièrement, ça fonctionne bien, donc on n'a pas de raison de l'ouvrir à d'autres structures. Et je vois que mon collègue Sergio réagit et qui indique qu'effectivement les coordonnées sont disponibles sur notre site internet. Exactement. Merci Sergio. Une dernière question pour l'instant, parce que je n'en ai pas d'autres, mais peut-être que je vais vous laisser encore quelques minutes, là, 1 ou 2 minutes pour saisir vos questions, si vous en avez. Je vous rappelle, donc, en bas de votre écran, vous avez remarqué plusieurs liens. Commençons cette fois-ci par les VOD. Vous avez donc la VOD sur les 4 ans de suivi in situ, si vous voulez revenir un peu en arrière et voir ce qui s'était dit l'année dernière, où il y a... oui, c'était l'année dernière, c'est ça. Et une vidéo sur l'entretien et la maintenance des dispositifs d'épuration autonome, un enjeu d'avenir pour les fabricants de solutions d'assainissement non collectif, donc que nous vous avons proposé il y a quelques mois déjà. 2 conférences à venir. Je ne sais pas si vous avez suivi le sujet des assises de l'eau lancé par Macron, donc en novembre dernier, d'ailleurs, ça fait déjà 1 an, au Congrès des maires. Nous revenons donc sur ce sujet qui est séparé en 2 phases, et nous ferons la synthèse de la première phase avec Jean Launay et Nicolas Crinquant d'Espelia. Donc Jean Launay, président du Comité national de l'eau et coordinateur général donc, de ces assises. Et le 11 décembre, donc l'eau potable, comment améliorer la qualité perçue. Donc, une formation également, 2 formations gratuites et ouvertes à tous. Jérémy Simon, donc Jérémy nous demande comment expliquer les 50% de résultats négatifs sur un grand nombre d'installations évoquées précédemment dans le cadre de l'étude IRSTEA. Merci d'avance. Alors, par rapport à cette question, déjà ce qu'il faut bien replacer dans le contexte, c'est que le but de cette webconférence et de nos suivis in situ n'est pas du tout de répondre à cette étude qui existe et qu'on ne nie pas, mais on l'avait vu, on fait nos suivis in situ depuis 2013, donc on n'a pas attendu qu'il y ait une étude nationale qui soit sortie et publiée pour faire ce suivi in situ. Maintenant, on cite cette étude. Vous me posez une question, je vais vous y répondre. Certes, elle existe, il y en a d'autres, notamment l'étude du Tarn également, qui existe et qui donne des résultats intéressants scientifiquement. Comment expliquer la différence de résultats? Bon, voilà, déjà, je pense que au travers de la présentation qu'on a vue aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'éléments qui est important à prendre en compte quand on fait un suivi in situ. Déjà, le mode de prélèvement qu'on utilise, on l'avait vu, entre du 24 heures et du ponctuel, c'est pas du tout la même chose. C'est notamment ce qui est utilisé, vous savez, dans justement la reconnaissance en technique dite courante vis-à-vis des assurances décennales. On nous impose des suivis in situ annuels sur un échantillon représentatif du parc des lois water installés pris au hasard. Et il faut savoir que lors de ces suivis in situ, on ne fait que du bilan 24 heures, ce qui est vraiment le mode qui permet d'avoir un échantillon représentatif de ce qui sort vraiment. Il me semble que sur l'étude IRSTEA, il n'y a pas eu que du 24 heures. Voilà. On peut expliquer en partie par cela, mais plus globalement, pour prendre un peu de hauteur par rapport à cela, ce que nous on regrette en tant que fabricant sur cette étude, c'est que nous n'avons pas été impliqués, notamment dans la définition des protocoles de prélèvement. Or, on l'a vu, prélever dans une microstation avec une chambre de prélèvement qui est totalement immergée dans de l'eau oxygénée, c'est pas la même chose que de prélever dans une chambre de prélèvement ou dans un regard qui reste sec à longueur de temps. Donc, on aurait aimé être impliqué en tant que fabricant pour exposer, en tout cas, les modes de prélèvement qui sont personnalisés, qui sont à utiliser pour nos systèmes.
Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, merci beaucoup. Eh bien, je n'ai plus de questions. Donc, je vous propose de clôturer cette session. Je vais afficher, comme vous le voyez, le sondage de satisfaction. Merci Jean-François Vanek. Merci Guy.